Merci d'être encore avec nous et ça va être fort intéressant, donc vous faites bien de rester. Je vous parle donc d'identité numérique et de protection de la vie privée, Digital Identity and Privacy Protection, avec une petite mise en contexte avant de vous présenter nos intervenants. Donc, quels moyens pour préserver au maximum la vie privée des utilisateurs d'Internet? Cette protection implique-t-elle une pseudonymisation, une anonymisation? Comment concilier cette protection de la vie privée avec la protection des plus vulnérables? Est-ce que c'est au législateur d'imposer un cadre technique ou doit-il se contenter d'édicter les principes techno-agnostiques auxquels il conviendra d'apporter des réponses techniques ultérieurement? Ça vous semble compliqué, mais pour eux, ça ne l'est pas tant que ça. Donc, je vous présente notre animatrice d'abord, Anne-Marie Hubert, qui est associée directrice Est du Canada pour EY. Ensuite, il est très connu de notre scène. Il est venu plusieurs fois déjà. Donc, M. Jean-Michel My, directeur des relations institutionnelles du Forum Insider Europe. Grimaud Vallat, avocat associé d'ETMV, avocat conseiller spécial Human Technology Foundation. Et Eugène Misquois, associé Cyberdata McCarthy Tétrault. À vous. C'est bon? Oui, voilà? Excellent. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici, accompagné d'un panel de ce calibre. C'est assez intéressant de voir la perspective européenne et la perspective nord-américaine, à tout le moins canadienne, sur ce panel. Donc, la table a été mise. Vous êtes ici parce que le sujet vous intéressait. Je vais peut-être commencer par deux de nos juristes, peut-être par toi, Grimaud, sur, dans le fond, la première question, la protection de la vie personnelle. Donc, quels moyens pour la préserver des utilisateurs externes? Le tien ne marche pas? Veux-tu le mien? Un petit passage de témoin. Quels moyens pour la protection de la vie privée? Je pense que peut-être la question qu'on peut se poser aussi, c'est de savoir si on veut protéger, qui est responsable de la protection de la vie privée. Et je pense que la première personne qui est responsable de la protection d'une vie privée, c'est l'utilisateur lui-même. On est responsable de la protection de notre propre vie privée. On n'en a peut-être pas assez conscience, mais à chaque fois qu'on va sur Internet, à chaque fois qu'on utilise un outil digital, enfin à chaque fois qu'on va dans la rue, à chaque fois qu'on prend sa carte bancaire, qu'on paye quelque chose, on dit quelque chose à quelqu'un de ce qu'on fait dans notre vie. Ça paraît évident, ça l'est pas tant que ça manifestement. Et je pense que le premier outil absolument fondamental pour protéger la vie privée des gens, c'est déjà l'éducation. Et l'éducation, ce n'est pas l'éducation que des enfants ou que de certaines strates de la population, c'est une éducation qui est généralisée. Il faut apprendre aux enfants les conséquences de l'utilisation d'un réseau social, les conséquences de la prise d'une photographie envoyée à quelqu'un d'autre, envoyée à un groupe WhatsApp. Il faut apprendre aux parents de ces enfants les conséquences de la prise d'une photo et du fait de mettre cette photo sur un réseau social en accès plus ou moins libre. En fait, en accès libre, que le compte soit protégé ou pas, ça revient à un accès libre. Il faut rappeler à tous les professionnels qui utilisent des outils digitaux ce qu'ils font en permanence. Donc, pour moi, le premier outil, si on parle d'outils de protection, c'est la conscience et l'éducation à cette conscience, l'éducation aux bonnes pratiques, l'éducation aux outils digitaux. Et ça va m'amener à parler d'un outil en particulier qui est l'identité numérique. Une identité digitale, ce n'est pas un outil de traçage de la population. Ça peut en être un si c'est mal conçu. Mais si c'est bien conçu, si c'est conçu sur des valeurs fondamentales, les valeurs européennes en réalité, les valeurs qu'on partage, qu'il y a au Canada aussi également, c'est des valeurs qui permettent de construire un outil qui va non pas tracer les personnes, mais leur permettre de protéger leurs données, de savoir où est-ce qu'elles sont, et de savoir à qui est-ce qu'elles sont transférées et comment. Donc l'identité digitale, c'est vraiment le deuxième outil de protection de la vie privée. Et pour terminer, il y a évidemment, par-dessus tout ça, et je suis obligé d'en parler parce que je suis un petit peu avocat parfois, c'est la réglementation. Il y a une réglementation qui est mise en place, qui est une valeur fondamentale, un basique de la protection. En Europe, on a le RGPD qui protège la circulation des données personnelles. On a maintenant le DSA qui est entré en vigueur,
qui va protéger d'autres aspects de la vie des gens, notamment qui va permettre des processus de retrait de contenu illicite. Mais voilà, en résumé, je pense que les 3 grands outils, c'est une éducation solide, un système d'identité numérique solide et une réglementation qui vient assurer les bases. Eugène, tu aimerais rajouter quelques commentaires d'un point de vue canadien ou complémentaire à ce que Grémo nous a dit? Absolument. Honnêtement, tout à fait d'accord avec ce que Grémont a dit. Pour rajouter peut-être, je trouve que la meilleure façon de protéger les données, de protéger la vie privée des gens sur l'Internet, c'est de tout simplement pas partager des renseignements personnels si on peut s'en sortir. Un point de vue personnel, par exemple, quand je m'inscris sur des profils, quand je crée des profils en ligne, j'ai autant de dates d'anniversaire que de comptes Internet. Puis ce qui est le fun, c'est qu'à chaque semaine, il y a une autre compagnie qui me souhaite bonne fête. J'ai juste une fête, mais je la protège bien. Ça donne aussi des cafés gratuits chez Starbucks si vous voulez choisir une date qui est utile pour vous. Mais si on prend pour acquis qu'on utilise de plus en plus d'outils technologiques et l'Internet est de plus en plus envahissif là, dans notre vie, comment est-ce qu'on protège les données une fois qu'elles sont sur l'Internet? Bien, on a 3 types de contrôles qu'on peut implanter. Des contrôles techniques, contrôles administratifs ou des contrôles physiques. Tant au niveau individuel qu'au niveau des entreprises. Je vois des visages dans la salle, des gens qui portent le chapeau de CISO ou d'analyste en sécurité. Vous avez votre responsabilité de protéger vos renseignements personnels, mais aussi la responsabilité de protéger votre organisation là, de toutes les menaces auxquelles les gens font face sur le cyberespace. Puis, juste pour passer très rapidement, d'un point de vue technique, si vous travaillez dans une organisation de plus d'1 ou 2 employés, vous avez probablement un firewall, des antivirus. Donc, ça, c'est des outils technologiques, des contrôles technologiques qui peuvent protéger les renseignements personnels qui se retrouvent sur Internet. Mais aussi, d'un point de vue administratif, tout ce qui est formation, sensibilisation, Grémont en a parlé. Très important également, donc, en tant qu'avocat aussi, on fait souvent signer des ententes de confidentialité, des politiques qui sont mises en place par des organisations pour justement protéger la vie privée des clients, des autres employés de l'organisation, et ainsi de suite. Puis enfin, bien, il y a les contrôles physiques. Donc, vous pouvez penser aux portes qui sont fermées à l'entrée de votre entreprise. Vous pouvez aussi penser aux déplacements que vous avez tous fait pour arriver à la conférence d'aujourd'hui. Vous étiez dans un train, dans un avion, peut-être en train de travailler avec votre écran qui était visible à tout le monde autour de vous. Donc, être aussi conscient non seulement de la sécurité sur l'Internet, mais aussi de la sécurité physique autour de vous. L'un de vous deux aimerait rajouter quelque chose sur les pseudonymes puis les anonymes, la pseudonymisation et l'anonymisation. Oui, est-ce qu'on a besoin de pseudonymisation? Est-ce qu'on a besoin d'anonymisation? Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est déjà l'anonymat de base. Je pense qu'on peut partir du postulat que c'est une illusion. Avoir un anonymat complet partout, tout le temps, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il y a tout un courant qui veut que sur Internet, on devrait être anonyme, qu'on devrait pouvoir circuler librement, etc. Bon, ok, c'est partiellement vrai. Dans la vie réelle, si on fait un rapprochement, on n'est pas tout le temps anonyme. Et d'ailleurs, on ne revendique pas cet anonymat constamment. Est-ce que j'ai envie d'être tracé quand je marche dans la rue en permanence par des systèmes de reconnaissance faciale? Non. Ça, j'ai pas envie, et j'ai pas envie qu'on sache en permanence où je vais et ce que je fais. Je consulte, je vis dans ma vie et j'ai pas besoin d'être logué en permanence. Et d'ailleurs, la réglementation européenne sur l'IA interdit le traçage en direct sur des facteurs biométriques. C'est quelque chose qui est OK. En revanche, à partir du moment où je vais commencer à interagir un peu plus, où je vais aller payer quelque chose avec ma carte bleue, je suis plus anonyme. Je fais quelque chose qui est enregistré quelque part. Quand je vais faire des choses qui sont beaucoup plus engageantes, quand je vais aller acheter une voiture, je suis plus anonyme. Et quand je circule dans ma voiture, je vais bien là où je veux, je ne suis pas tracé. Par contre, je ne suis pas anonyme. Il y a un énorme pseudonyme à l'avant et à l'arrière de ma voiture qui dit quand même un petit peu normalement qui je suis. Alors, ça peut être plus ou moins moi, mais qui relie jusqu'à moi en tout cas. Donc, dans la vie courante, on n'est pas anonyme en fait. Et sur Internet, c'est quand même un petit peu pareil. Et quand on va aller avoir accès à des outils, si on va consulter un site de base, qu'on ne soit pas tracé, c'est une chose. En réalité, on peut l'être en grande partie avec des cookies, etc., qu'on accepte plus ou moins en fonction de l'épuisement du consentement et de la force qu'on a à rejeter pour la 12e fois des cookies. OK. Mais si je vais utiliser un outil plus puissant que ça, si je vais utiliser un réseau social, par exemple, j'ai du mal à imaginer à quel moment j'ai un droit à l'anonymat total quand j'utilise ce réseau social. Est-ce que je veux que la plateforme ait accès à qui je suis? Non. Je peux avoir un pseudonyme et je peux rester pseudonymisé vis-à-vis de cette plateforme. Est-ce que je veux que, d'une manière ou d'une autre, il y ait une certification de ce compte en amont?
Ça, ce n'est pas encore fait, mais je pense que c'est une nécessité. Je pense qu'on devrait avoir, pour la création de comptes, pour l'accès à des outils aussi spécifiquement puissants que des réseaux sociaux, une pré-certification du compte de l'identité, avec des données qui ne sont pas transmises forcément à la plateforme, mais qui permettent, en cas de problème, en cas de délit, de potentiellement remonter une chaîne de responsabilité, ou, et on parle des personnes vulnérables aujourd'hui, on peut parler de harcèlement, de cyberharcèlement par exemple, on peut parler de cyberharcèlement de mineurs, plus spécifiquement à l'école. Quand on a un enfant, un mineur qui est auteur de cyberharcèlement via les réseaux sociaux, quelles sont les peines qu'on peut prononcer contre lui qui sont logiques? On ne peut pas le mettre en prison, c'est un petit peu excessif. On ne va pas le condamner à 150 000 € d'amende, c'est absurde, il ne les payera pas. Donc la seule chose qu'on peut faire qui est à la fois éducative et puis préventive, c'est de le bannir des réseaux sociaux. Dire pendant un certain temps qu'il n'y aura plus accès. Pas suspendre son compte pour qu'il en crée un deuxième, le bannir. Et le bannissement des réseaux sociaux, ça implique quoi? Ça implique une identité numérique en amont, donc ça implique une absence d'anonymat, une pseudonymisation. Donc je pense que vraiment, quand on se pose la question du pseudonyme et de l'anonymat sur Internet, il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on veut protéger, quelle information on veut protéger et vis-à-vis de qui. Jean-Michel, j'ai envie de rebondir là-dessus, toute la protection des plus vulnérables. Oui, parce que moi, il se trouve que dans une vie antérieure qui est encore récente, j'ai eu l'occasion d'être membre du Parlement en France et donc, étant à la commission des lois, j'ai été amené à écrire la loi, d'une certaine manière. Et donc, on s'est beaucoup posé ces questions d'identité, en fait. Parce que quand on parle d'identité numérique, il ne faut pas la confondre forcément avec son identité physique telle qu'on peut l'avoir sur un document d'identité, une carte nationale d'identité. On a besoin d'avoir une identité en ligne, une identité numérique. Finalement, c'est une identité déportée de notre avatar en ligne qui peut effectivement être un pseudonyme parce qu'on n'est pas obligé de circuler sur Internet, comme on le fait d'ailleurs dans cette salle, avec son nom autour du cou. Forcément, lorsqu'on se promène dans la vie de tous les jours, on ne porte pas d'éléments d'identification sur soi et on n'est pas dans des pays démocratiques comme les nôtres reconnus par des systèmes de reconnaissance faciale, effectivement. Donc on doit pouvoir le faire, de mon avis, d'un point de vue de liberté publique sur les réseaux sociaux de la même manière. À la différence près, là, je partage ce que vient de dire effectivement Grimaud, que lorsque, sous le contrôle du juge, dans le cas de commission d'une infraction, suffisamment grave justement pour relever d'un tribunal ou d'une juridiction ou d'une instance qui pourrait sanctionner un comportement abusif en ligne, il est normal qu'on puisse effectivement retracer l'identité, mais je pense que pour le fonctionnement courant et la manière dont on circule habituellement, de manière raisonnable sur les réseaux sociaux, effectivement, le pseudonymat me paraît la bonne approche, libre à soi ou pas, de délivrer justement dans son compte en ligne sa véritable identité, son nom, sa vraie photo et son prénom, ou pas, en fonction de ce qu'on souhaite y faire. Et il y a d'ailleurs des raisons valables pour ne pas le faire, parce qu'on peut très bien vouloir se tenir informé sur les réseaux sociaux, mais pour des raisons professionnelles ou des interdictions professionnelles, ne pas vouloir interagir ou apparaître avec son identité réelle sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu'on y vient pour, dans un esprit délictueux ou la volonté de commettre des infractions qu'on ne commettrait pas dans le monde physique dans lequel nous sommes. Je pense que c'est très important. Sur les enjeux que vous évoquez, sur les personnes fragiles, les personnes qui, pour des raisons différentes, n'ont pas forcément accès de manière assez libre aux réseaux sociaux ou plus généralement à la manière de pouvoir accéder aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou sur Internet pour y faire des actes de la vie courante, déclarer ses impôts, comme on peut le faire en France et au Canada, accéder à l'information, pouvoir être identifié par les services publics ou pouvoir soi-même faire des démarches. Il y a une vraie difficulté parce que l'électronisme aujourd'hui, les chiffres qui sont communément acceptés en France, sur une population de 65 millions d'habitants, on a à peu près 11 millions de personnes qui sont éloignées, peu ou prou, un peu ou pas de la pratique numérique, parce qu'ils n'ont pas reçu suffisamment effectivement cette éducation numérique et ils n'ont pas la capacité de pouvoir exercer un droit citoyen. Et la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est la dématérialisation croissante de l'ensemble des formulaires et des actions qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, peut effectivement créer
deux types de citoyens, ceux qui ont une fluidité d'accès et une capacité à comprendre et donc avoir un consentement libre et éclairé au sens où on peut l'entendre dans la loi RGPD en Europe ou effectivement dans les lois qui sont aujourd'hui mis en vigueur, L25 ou C27, cette manière de pouvoir interpréter et agir de manière libre et éclairée lorsqu'on agit sur les réseaux sociaux ou sur des moyens de communication en ligne. Donc ça, c'est un vrai choix et un vrai danger démocratique. Et ce clivage, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'a rien à voir avec le fait d'être ou pas un digital native, d'avoir un âge extrêmement jeune ou un âge plus avancé. C'est aussi lié à des considérations socioculturelles plus larges ou des considérations de rapport à l'instrument numérique qui est conçu de manière générale pour être assez facile d'accès. Les grandes plateformes déploient des talents d'expérience utilisateur pour être justement en capacité de pouvoir être utilisés par tous les acteurs, quel que soit leur niveau et leur niveau de compréhension. Donc soyons vigilants par rapport à ça, parce que je pense que l'un des dangers justement de la multiplication des démarches qu'on entreprend en ligne aujourd'hui, c'est de laisser une partie de la population pour des considérations de langue, de culture, d'éducation, en dehors d'un certain nombre de pratiques et de faire une population à deux vitesses. C'est l'un des dangers, me semble-t-il, de cette mise en ligne de l'ensemble de nos démarches. On a de la compétition dérangeante à côté, là. Ouais, je pense que vous pouvez mettre vos écouteurs pour ceux que ça dérange. En tout cas, moi, je les aurais mis si j'étais à votre place. Tu voulais rebondir là-dessus? Je pourrais faire du pouce là-dessus, effectivement, pour apporter la saveur canadienne. Là, les populations vulnérables, on parle beaucoup de la vie privée des enfants ces jours-ci. Tous les commissaires à la vie privée au Canada se sont mis ensemble récemment pour adopter une résolution sur l'importance, justement, de protéger davantage les enfants sur l'Internet. Je vais vous donner un exemple. L'âge du consentement au Québec, c'est 14 ans. J'ai un petit frère qui a 15, il est un petit peu plus vieux que 14, mais je me souviens de lui à 14 ans. Il croyait encore à la fée des dents, puis il croyait encore au Père Noël. Puis lui, en vertu du droit québécois, il avait le droit d'aller se créer un profil sur un site web puis de donner son consentement comme un adulte. Donc ça, il y a quand même des enjeux qui sont créés par rapport à ça. Puis tout récemment, la semaine dernière, les commissaires à la vie privée, comme je disais, se sont mis ensemble pour émettre des recommandations pour l'industrie canadienne en général, puis pour le législateur canadien également, pour protéger davantage les enfants au Canada. Donc, je ne vais pas les passer une à une, là, mais pour vous donner un exemple, intégrer la protection des renseignements personnels des enfants dès la conception des outils ou des plateformes qui se retrouvent sur Internet. Donc, ça implique de consulter des enfants sur comment ils vont utiliser une plateforme, d'aller chercher leur point de vue. Ce n'est pas quelque chose qui est fait présentement, mais quelque chose qui va peut-être venir, puis on souhaite que ça va venir justement pour s'assurer de vraiment comprendre comment les enfants utilisent l'Internet, puis quels sont les risques surtout par rapport non seulement à leur vie privée, mais aussi leur sécurité. Les enfants sont peut-être moins frileux à partager leur numéro de téléphone ou leur adresse avec un ami sur Internet. Et là, on se croise vraiment les doigts, puis on espère que c'est vraiment un ami sur Internet et non une personne qui essaie de faire quelque chose de malveillant. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, c'est la transparence. On parle beaucoup de transparence en matière de protection des renseignements personnels. Vous avez sûrement entendu parler des politiques de vie privée que tout le monde accepte sans nécessairement lire au complet. Il y a déjà des obligations dans la loi de s'assurer que ces politiques-là soient transparentes et expliquent clairement aux gens comment leurs renseignements sont collectés et utilisés par la suite. Mais quand on a affaire à un enfant de 14 ans qui n'a peut-être pas le même langage ou la même compréhension ou la même tolérance au risque, il faut adapter le message au public cible. Donc, si on a, par exemple, un jeu en ligne ou une application qui sollicite ou qui encourage les enfants à l'utiliser, ce serait un langage différent que LinkedIn ou une solution qui est plutôt axée sur les adultes. La vie privée par défaut, également, c'est des concepts qui sont inspirés de l'Europe. Puis ça, c'est quand même un courant de plus en plus marqué au Canada. Là, on s'inspire beaucoup de ce qui se fait en Europe. On se met toujours entre les États-Unis et l'Europe en matière de protection des renseignements personnels et plein d'autres choses. Mais définitivement, en protection des renseignements personnels, on veut non seulement protéger les gens comme on le fait en Europe, mais on veut aussi encourager l'innovation et le commerce, l'industrie. Donc, on est un peu, si vous voulez le conceptualiser d'un point de vue philosophique, entre les États-Unis et l'Europe par rapport à ça. On a aussi parlé de pseudonymisation puis d'anonymisation. J'aimerais aussi apporter quelques particularités ou quelques précisions par rapport au contexte canadien. C'est des concepts qui sont quand même nouveaux dans nos lois, encore là, adoptés ou inspirés de ce qui se fait en Europe.
Puis ce qui est particulier, surtout au Québec en ce moment, on a une nouvelle loi, la loi 25, qui a introduit le concept de l'anonymisation comme une bonne façon de soustraire de l'application de la loi là, des renseignements. Donc, on vient enlever tout identifiant direct ou indirect d'une donnée pour la rendre anonyme et donc les lois de protection au renseignement personnel ne s'appliquent pas. En théorie, comme disaient mes collègues, c'est un bon concept. En pratique, c'est très difficile de faire. Puis là, en plus, il y a une difficulté juridique par rapport à ça. La loi, la façon qu'elle est écrite, elle rend impossible, en fait, l'anonymisation légale des données aujourd'hui au Québec parce que la loi vous dit que les données doivent être anonymisées selon un règlement, selon les critères d'un règlement qui n'existe pas encore. Et ça, la Commission d'accès à l'information, elle est très claire. On ne peut pas faire de l'anonymisation légalement au Québec en ce moment. Donc, il y a des enjeux juridiques, pas seulement des enjeux pratiques. Donc, on se retrouve avec la pseudonymisation, qui, en plus d'être un mot difficile à prononcer, est une façon de déidentifier des renseignements personnels. On vient seulement enlever les identifiants directs. Donc, on peut prendre mon nom de famille, on enlève les 3 dernières lettres. En plus de se ramasser avec le nom de famille de Jean-Michel, on a une façon déanonymisée de traiter des renseignements personnels. Donc, ça, c'est une façon de diminuer la sensibilité de l'information. On enlève une partie de l'information, mais ce n'est pas irréversible. Si vous savez que tout ce que j'ai fait, c'est enlever les 3 dernières lettres, bien, vous pouvez tout simplement rajouter 3 dernières lettres au hasard jusqu'à temps que vous retrouviez les données. Et donc, ça fait que la pseudonymisation ne soustrait pas les renseignements personnels du champ d'application des lois. Donc, on se ramasse encore une fois avec des renseignements personnels, mais qui sont moins sensibles. Donc, il y a un peu comment je pourrais dire, une mauvaise compréhension là, ou une simplification là, quand on dit que la déidentification va sous-traiter ou enlever ces données-là du champ d'application de la loi. Bien, ce n'est pas le cas, ça reste des renseignements personnels, c'est juste qu'ils sont un petit peu plus obfusqués, un petit peu plus protégés, mais toutes les obligations qui s'appliquent à des renseignements personnels, le consentement, la transparence, les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée depuis septembre de cette année, aussi les obligations de notification en cas d'incident, continuent de s'appliquer même aux données pseudonymisées. Donc, c'est une façon de protéger les gens, mais ce n'est pas un silver bullet, si je peux me permettre l'anglicisme, ou une solution à toute sauce. Donc, tu cherchais tes mots. Moi, je ne suis pas juriste, là, je suis comptable, mais j'appellerais ça un petit peu d'absurdité. Oui, Clément. Oui, juste pour ajouter ça, si je reprends un peu ce qui a été dit là, ça me fait penser justement au concept de création et à l'outil qu'est l'identité numérique et à ce qu'il peut permettre. Parce qu'on parle de fracture numérique, qui est un sujet absolument fondamental. On parle de grandes plateformes qui arrivent à faire des outils digitaux qui sont utilisés par absolument toute la population avec une facilité déconcertante. On parle de grandes firmes comme Apple, etc., qui conçoivent des devices. Mon fils s'est déverrouillé mon téléphone et prendre une photo avec, il a 5 ans, ça lui pose aucun problème et je n'ai même pas appris comment ça fonctionnait. Donc, avoir un outil d'identité digitale qui soit facile à utiliser, facile à manipuler, intuitif, c'est une première chose. Et quand on parle de pseudonymisation et d'anonymat, je pense qu'il faut vraiment garder en tête cette question de l'objectif. Le flux constant de données dans lequel on est pris aujourd'hui, il est plus possible. C'est complètement délirant, c'est complètement incontrôlé. Et je pense qu'une identité numérique solide doit justement permettre cette forme de minimisation de la donnée. C'est-à-dire, pour un usage donné, quelle est l'information précise dont j'ai besoin pour accéder au service auquel je veux accéder? Si je veux rentrer dans un bar, j'ai besoin de dire que j'ai plus de 18 ans. Point barre. Pas que j'en ai 63 ou que j'en ai juste plus de 18 ans. Les sites pornographiques, c'est la même histoire. On a le débat constamment. En Australie, ils viennent d'abandonner le système parce qu'ils n'ont pas d'identité digitale suffisamment forte. Mais si on crée ce système-là qui, de manière minimisée, ne donne aucune autre information que l'âge, on va quand même débloquer un problème assez majeur. Et la question, c'est de savoir... Une des questions disent, est-ce qu'on a les moyens techniques de le faire? Mais en fait, ce n'est pas vraiment une question. Si vous voulez protéger les personnes vulnérables comme les mineurs, il faut mettre en place une solution technique. Ce n'est pas au législateur d'imposer ça. Peut-être on va parler après. Mais minimisation de la donnée avec un objectif d'anonymat à chaque fois que c'est possible, à chaque fois qu'on peut permettre cet anonymat magnifique, que ce soit fait. Mais si on doit transmettre de l'information, que ce soit strictement l'information nécessaire. Principe de minimisation de la donnée. C'est simplement ce que je voulais rajouter sur les outils et sur ce principe de pseudonymat et anonymat. Celui-là fonctionne, donc c'est très bien. Oui, je voulais juste simplement apporter un élément supplémentaire, qu'on regarde un peu dans quel volume on se situe, parce qu'on parle de pseudonymat et d'anonymat. Aujourd'hui, d'après les statistiques de Meta,
on a à peu près 3 milliards d'individus qui sont des usagers quotidiens de Meta. Et on a à peu près 300 millions d'individus qui sont des usagers quotidiens de X. Donc on voit bien le volume, à la fois le volume gigantesque, hein, c'est presque la moitié de la population mondiale qui, d'une manière ou d'une autre, accède quotidiennement à un outil de communication à travers les réseaux sociaux. Donc on imagine la quantité de données, effectivement, qui est générée au quotidien par les interactions que les gens font entre eux ou par eux-mêmes parce que, effectivement, ils se finalement découvrent eux-mêmes en mettant énormément de leur vie personnelle pour des raisons différentes que je n'ai pas à juger, mais en tout cas, ils portent à connaissance des autres énormément de données avec une difficulté qu'on a, et je sais que la législation canadienne essaie de réfléchir là-dessus, sur les problèmes d'indexation, mais aussi de désindexation, c'est-à-dire de quelle manière est-ce qu'on peut, lorsqu'on a mis des éléments en ligne, pour X raisons, parce qu'ils ne sont plus d'actualité, parce qu'on l'a fait comme ça sur un coup de tête pour réagir et qu'on n'a pas forcément envie que ça reste longtemps, de quelle manière est-ce qu'on peut désindexer un certain nombre de données qu'on a soi-même mis en ligne afin justement de respecter sa vie privée. Et la vie privée, c'est le droit d'avoir un avis, mais c'est également le droit d'en changer. Donc ça veut dire, à un moment donné, on peut réagir sur une information et on peut, quelques heures après, éventuellement, ou plus longtemps après, avoir envie d'enlever cette information. Et donc, ce qu'on doit essayer d'apporter aussi, c'est cette capacité de pouvoir accompagner dans la durée ce respect de la vie privée, qu'elle soit hors ligne ou qu'elle soit en ligne. Et la difficulté qu'on peut avoir effectivement avec le pseudonymat ou l'anonymat, c'est également un certain nombre de législations qu'on prend de manière nationale, sans avoir une coproduction et une coopération suffisante entre les pays. Et on peut avoir, de part notamment une directive qui a été prise en Europe, qui s'appelle la DSA, avoir la nécessité d'assurer la continuité de service, c'est-à-dire l'interopérabilité, et donc la capacité, lorsqu'on est à la fois sur Meta, mais demain sur WhatsApp, quelques minutes après sur un autre, sur Messenger ou autre, on peut utiliser finalement au fil de la journée, dans une chaîne continue d'informations, différents types de supports qui fonctionnent avec des pseudonymes différents. Et je vous laisse envisager un peu la complexité que ça peut avoir de vouloir supprimer, ce qui est aujourd'hui un peu la difficulté, et un avantage compétitif d'un certain nombre de grands opérateurs de plateformes, de pouvoir avoir justement à leur disposition plusieurs canaux de diffusion d'informations, mais en étant le réceptacle unique, en étant finalement la holding de tête, si je puis dire, de différents services proposés. Va-t-on être en capacité de supprimer son compte Messenger, de vouloir conserver son compte Instagram et en même temps de pouvoir encore interagir sur un autre support que je ne citerai pas, parce que là aussi, voilà l'état aujourd'hui des réseaux sociaux qu'on connaît, mais demain, il y en aura d'autres. Il y en a qui vont disparaître. Que vont devenir également ces données et de quelle manière ces comptes qui auront été créés pour des raisons parfois extrêmement conjoncturelles. On est dans ce lieu, on participe à un événement, on souhaite avoir une boucle et interagir pendant un certain nombre de jours donnés, mais on ne souhaite pas forcément que cette information perdure et on souhaite au contraire s'assurer qu'elle puisse avoir un droit à l'effacement, ce qui est prévu dans un certain nombre de législations. Et tout ça amène un certain nombre de complexités. Nos amis juristes, je pense, sont là également pour illustrer cela, parce qu'à un moment ou à un autre, il faut bien qu'en cas de contestation, on puisse se référer à un règlement, à une loi, à un contrat qu'on a pu souscrire avec des clauses générales d'utilisation qui sont parfois asymétriques. C'est-à-dire que si vous voulez accéder à un service, eh bien, finalement, vous n'avez pas réellement le choix. On parle de liberté de consentement, mais en fait, il est relativement arbitraire et relativement limité par moment, parce que si vous ne refusez d'accéder aux conditions générales d'utilisation, ben, de toute façon, vous n'accédez pas au service. Donc c'est un vrai choix par rapport à cette capacité aussi à construire dans son quotidien et dans la manière dont on veut gérer sa vie privée, un continuum finalement numérique qui accompagne notre vie personnelle au quotidien, en ligne ou hors ligne. C'est un peu dérangeant. Un peu absurde, le mot que je cherchais tout à l'heure. L'an dernier, Glémo, tu te souviens, on parlait d'identité numérique, puis on parlait de comment en Inde, ils ont réussi dans les régions les plus éloignées, grâce à l'IRIS ou à d'autres moyens, à amener des services aux citoyens, puis à protéger la vie personnelle grâce à l'identité numérique. Puis ici, on a encore dans des pays développés, en 2023, des consentements
quand nos législateurs savent très bien qu'une bonne partie de la population a de la misère à lire et à comprendre un texte. On consent à quoi? On ne le lit pas ou on ne le comprend pas. Donc, quelque part, tu as eu le défi de rédiger des lois. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à coucher de quelque chose qui a de l'allure? C'est une très grande question. J'aimerais bien avoir la réponse. Et je vois quelques amis que tu es parlementaires dans la salle, Laetitia Avia notamment. On aimerait bien avoir la réponse à cette question. D'une manière générale, vous l'avez peut-être remarqué d'ailleurs, et je m'applique à moi-même et je bats ma coulpe, les politiques parlent trop. Donc les lois sont parfois trop bavardes. Clairement, on met des textes sur des sujets technologiques notamment, c'est encore plus vrai sur des sujets technologiques que sur d'autres sujets qui finalement changent très souvent. Parce que l'évolution technique, elle est ce qu'elle est. Quand on a voté un certain nombre de lois avec Laetitia, le RGPD, enfin le GDPR plutôt pour le faire en anglais, évidemment, il n'y avait pas l'intelligence artificielle, il n'y avait pas le quantique. Donc, on parlait tout à l'heure de la capacité d'envoyer de l'information et parfois de l'information malveillante, notamment aux enfants. Mais on imagine ce que demain, ChatGPT ou d'autres systèmes de langage de LLM, comme on dit, puissent générer comme bot automatique avec des réponses adaptées, une capacité à comprendre et à se situer dans la psychologie notamment des enfants ou des personnes les plus vulnérables et de répondre à leur niveau avec un vocabulaire adapté et donc être en capacité d'entrer en interaction de manière automatisée, de manière extrêmement large avec un grand nombre de populations et donc de pouvoir finalement faire un nombre de victimes extrêmement important. Alors qu'aujourd'hui, on était encore dans une logique, quand les textes ont été adoptés en 2018, avec un contact finalement assez univoque. On est en B2B avec une personne qui entre en contact avec une autre personne. Et je pense que ce questionnement sur cette asymétrie que va permettre finalement l'intelligence artificielle et les large language models, on est devant ça. Et donc, je pense que la loi, d'une manière générale, doit fixer des grands principes. Donc les principes de transparence, effectivement, les principes de libre arbitre, les principes d'accès à la vie privée, de respect de la vie privée, oui. Mais quand on veut rentrer dans un détail, finalement dans un niveau de détail trop profond, au lieu de clarifier les choses et de porter à connaissance, la loi doit être comprise du plus grand nombre. Elle est censée être connue par tous. Je pense qu'au contraire, on complexifie les choses et au lieu de l'amener de la clarté, on amène de la complexité. Et donc ça, je dirais que c'est une attention particulière qu'on doit porter lorsqu'on écrit des textes, de les écrire aussi en se faisant accompagner. Je pense que ce n'est pas suffisant. Peut-être que j'ai regardé un peu de quelle manière, effectivement, sur les enjeux de cybersécurité, le Canada avait procédé. Je pense que les consultations publiques, avant de prendre des grands tests qui touchent aux libertés publiques, me paraissent être de bonnes mesures. Parce qu'on doit confronter notre ressenti, notre expertise, évidemment, à ceux qui vont être finalement usagers de ces lois qu'on va voter. Et donc, je pense qu'on doit élargir la manière dont la loi, ça c'est une question un peu périphérique, mais sur le travail d'élaboration de la loi, doit prendre en compte de manière plus large les populations, soit dans leur spécificité, on parlait des droits d'un certain nombre de catégories de la population qui peuvent avoir des droits différenciés pour rétablir un certain nombre de déséquilibres, ou les droits individuels doivent être pris en compte de meilleure manière si on veut faire des lois qui soient comprises. Et je pense que l'intérêt de la loi, c'est qu'elle soit acceptée si on veut qu'elle soit efficace dans le numérique comme dans d'autres domaines. Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec Jean-Michel. Je pense que quand un législateur adopte une loi, il a toujours le choix entre la spécificité et puis la généralité des principes qui va perdurer plus dans le temps, mais c'est tellement deux extrêmes ou deux options opposées que définitivement, quand on choisit un, ben, il y a des mérites à l'autre qu'on laisse passer. Je vais donner l'exemple de la pseudonymisation, puis je vais être un peu méchant parce que je vais commenter un projet de loi qui n'est pas encore adopté, mais qu'on voit au fédéral en ce moment. C27, on parle d'identification des données, dont on a parlé tantôt aussi, puis le gouvernement fédéral, il rentre l'anonymisation comme exemple de d'identification. Donc, la volonté était noble, on a voulu être précis, mais en ce faisant, on introduit une incohérence. Là. On vient de définir tantôt la pseudonymisation comme étant différente de l'anonymisation. C'est deux concepts qui ont deux conséquences juridiques différentes. L'anonymisation
enlève la donnée de la portée des lois sur la protection des renseignements personnels, alors que la déidentification garde encore ces données-là dans la portée de la loi. Et quand on rentre l'exemple de l'anonymisation dans la définition de la déidentification, comme c'est le cas dans le projet de loi C-27, on introduit des incohérences, des confusions, puis des corrections qui vont devoir être adoptées, qui vont certainement être adoptées d'ici l'adoption de la loi. Puis en soi aussi, avec l'exemple de C-27, on voit ça a pris 2 ans à date là, pour se rendre à la 3e lecture où on est aujourd'hui. Mais avant C-27, il y avait C-11 qui essayait de faire la même chose, qui est morte au feuilleton à cause des élections qu'on a eues. Donc ça fait à peu près 4-5 ans qu'on essaie de passer une nouvelle loi. Puis juste en 4-5 ans, pensez juste à ChatGPT l'année dernière, le monde a beaucoup changé. Puis si on regarde même au niveau provincial également, notre loi sur la protection des renseignements personnels, elle a été adoptée en 93. Moi, je suis né en 93, je ne me souviens pas du monde en 93, mais en parlant avec Jean-Michel, il me disait qu'il y avait beaucoup de papiers, beaucoup de fax en 93. Et la loi a été adoptée, la loi 25 a été adoptée en 2022. Donc là, le monde a beaucoup changé. Et ça fait que dans un système démocratique sain, où ça prend du temps d'adopter une loi, on ne peut pas se permettre un niveau de spécificité, sinon on échappe le progrès technologique et on finit par avoir des lois qui n'ont pas dedans, finalement, qui n'ont pas pensé au futur. Puis au Québec, on est chanceux, on a une loi qui est peu connue, là, la LCC-GTI, loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, qui vient vraiment entériner le concept de la neutralité technologique. Ça dit en gros que peu importe le support technologique que vous allez choisir pour arriver à un contrat ou un document spécifique, à moins que la loi vous oblige d'adopter une technologie spécifique, vous avez le choix de le faire comme vous voulez. Donc, au Québec, on n'a pas besoin d'avoir une loi qui nous dit « vous pouvez faire un contrat par Facebook ». Cette loi-là nous dit, dans le fond, que tant qu'on a les éléments qui composent un contrat, le consentement, les éléments, une offre, une acceptation de l'offre, etc., que ce soit sur Facebook, sur papier, sur un fax ou par pigeon voyageur, ça fonctionne au Québec. Donc, c'est le genre de principe qui fait que la loi, la LCC-GTI, là, qui a été adoptée vers la fin des années 90, est encore d'actualité aujourd'hui parce qu'on s'est arrêté au principe général, on n'a pas été plus en détail que ça. Très juste sur la généralité et la spécificité des lois, surtout en matière technologique où ça va si vite. Je pense que on sort un petit peu du sujet de l'identité numérique, mais si on parle par exemple de ce qui se passe en ce moment avec l'IA Act en Europe, qui serait la première grande législation mondiale sur l'intelligence artificielle, qui édicte un certain nombre de principes. En gros, si on résume, c'est une classification selon les risques. Est-ce que le risque est inacceptable comme la manipulation cognitive, etc. Dans ces cas-là, les IA sont bannis. Est-ce que les risques sont élevés? Dans ces cas-là, il y a une obligation de transparence sur les jeux de données, etc., qui ont entraîné l'IA. Ou est-ce que c'est plutôt faible et que c'est juste des obligations plus limitées? Je ne rentre pas dans le détail. Ça vient donner un cadre avec des grands principes qu'on aurait presque assurément pu retrouver ailleurs, dans d'autres principes légaux ailleurs. L'avantage de la réglementation européenne, c'est que ça m'a donné une base commune en Europe. Et puis, ça, c'est un texte qui date d'avril, la proposition, c'est d'avril 2021. Et puis, en novembre 2022, il y a l'IA générative qui arrive. Et tout le monde parle que d'IA générative. Et ça bouleverse un peu notre connaissance, notre mode de fonctionnement, qu'est-ce qu'on peut faire avec un ordinateur, etc. Et se pose notamment une des questions qui est de dire, est-ce que oui ou non, les contenus produits par des IA sont protégés par les droits d'auteur ou peuvent être de la contrefaçon, etc. Ça a entraîné le législateur européen à une espèce de course à la réglementation bien trop rapide sur ce sujet, à rajouter un petit morceau dans la réglementation sur ce sujet. Moi, je suis capable de répondre avec une quasi-certitude à la plupart des questions que se posent aujourd'hui le législateur sur les droits d'auteur, etc., la contrefaçon, avec les principes qui existent aujourd'hui en droit d'auteur et qui sont communs en Europe. Donc, est-ce que c'est toujours nécessaire de courir après la techno? Est-ce qu'il faut toujours emmener une loi plus vite, plus loin, etc. Ou est-ce que finalement, les principes fondamentaux ne sont pas déjà une base suffisante et que le droit commun n'est pas déjà une base qui, dans la majorité des cas, est suffisante pour avancer? Avec, après, ce dont on parlait, les couches qui sont entre la loi et ce qu'il faut faire, ça s'appelle l'éthique. C'est un mouvement constant. Et ça, c'est quand même aux entreprises, de sociétés, à la société d'ailleurs, de s'en emparer et de savoir ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas faire avec la technologie, à mon sens. Fondamentalement, on a parlé de la vie privée, de la protection de l'information personnelle, on a parlé de la nécessité d'avoir de l'identité numérique pour être capable de bien faire les choses, de l'éducation.
Grosso modo, sur le terrain, là, le monde a peur. Le monde n'a pas confiance. Ils n'ont pas confiance en l'État, ils n'ont pas confiance aux entreprises. Et en parallèle, on a des défis de société qui sont monstres. On l'a vu dans le cas de développement de vaccins. On voit la crise climatique. On a besoin de données sur la planète pour être capable de prioriser les investissements pour restaurer puis préserver la nature. On a besoin d'informations pour voir dans la transition énergétique qui va perdre son emploi, où est-ce qu'on doit faire les investissements, dans quelle technologie. Donc, comment faire pour concilier cette grande méfiance et le nécessaire partage d'informations pertinentes pour traiter des enjeux de notre génération? Un glacier qui fond, on ne peut pas le remettre dans le congélateur. Donc, de voir ce qu'on doit faire et de concilier les informations pour prendre des décisions importantes pour la business, les gouvernements. Comment on fait pour concilier les deux puis rallier le public à... Il y a des choses qu'on doit impérativement très, très bien protéger, sans doute avec une identité numérique, puis il y a d'autres choses qu'on doit impérativement partager. Qui la veut, celle-là? Je vais la prendre en premier. Je vais la prendre en premier, comme ça permettra à mes amis de compléter des aspects juridiques des choses aussi, parce que je pense que bon, on a fait beaucoup de droits là, mais en fait, c'est pas vraiment le sujet, je pense, par rapport à la question que vous abordez. Je pense que les vrais sujets sur ces questions-là, c'est plutôt des sujets d'éducation, des sujets de frugalité de l'information. Donc, quelles sont les informations que je souhaite conserver pour moi-même ou pour mes proches, et quelles sont les informations que je souhaite porter à la connaissance des autres, quelles que soient les raisons. Et je pense qu'il faut regarder ça à l'aune de deux ensembles de valeurs. La première valeur, effectivement, c'est les enjeux éthiques, qui sont liés aussi à l'éducation, à la culture. Et puis la deuxième chose, c'est la culture, la capacité à exercer un esprit critique sur ce qu'on fait. La difficulté aujourd'hui de ce qu'on peut avoir avec les outils qui arrivent, on l'avait déjà un peu avec les moteurs de recherche. On tapait une information, on l'utilisait pendant le moment où on avait besoin de l'utiliser, et puis finalement, le lendemain, on l'avait oublié, et ce n'était pas très grave, parce qu'on se disait que finalement, si on en avait besoin, on pouvait y retourner le surlendemain, et ainsi continuer. Avec les modèles de langage d'IA générative, c'est encore autre chose. Donc on n'a même plus besoin de penser à la question, il suffit de poser une problématique, et la machine, d'une manière ou d'une autre, qu'on ne sait pas encore exactement comment, parce qu'on ne sait pas exactement comment les données ont été effectivement entraînées, on ne sait pas quel type de données a été entré, quel type de données n'a pas été entré, donc quel est finalement le point d'équilibre de l'ensemble de ce système d'IA générative, quelles sont les règles sous-jacentes d'éthique, de volonté culturelle, effectivement d'exhaustivité ou pas des données qu'on a pu leur donner. Mais de toute manière, quoi qu'il en soit, elles ont une capacité à produire une réponse qui parfois, on l'a pu noter d'ailleurs, sont une réponse qui a été conçue algorithmiquement pour être donnée. Elle ne vous dira jamais, je ne sais pas, sauf parfois par des paramétrages lorsqu'on lui demande des questions qui sont contraires à la morale ou aux bonnes mœurs. Effectivement, elles sont quand même maintenant entraînées pour éviter de répondre à des choses qui seraient inconvenantes. Mais d'une manière générale, elle va vous apporter une réponse. Et on a pu noter que certains nombres de ces systèmes étaient capables de vous donner des citations qui n'existent pas et d'inventer, parce que peut-être que la théorie des jeux est intégrée dans leur logique et que quelque part, elles aiment aussi à jouer avec la question qu'on peut leur poser et vous amener une réponse. Et je pense que si on n'a pas à la fois nous-mêmes un set de données, pour reprendre la formulation numérique, sur l'éthique, sur la culture, sur l'éducation, sur les valeurs personnelles qu'on peut avoir, et de l'autre côté, une capacité à les éprouver avec l'esprit critique, on passera notre vie à courir après une législation qui finalement sera toujours en retard par rapport à l'évolution des technologies. Donc on doit vraiment poser cette question, d'abord sur un angle éthique et culturel, et j'avais écrit un petit texte il y a quelques années en disant qu'on devrait créer une grammaire du numérique. On a une grammaire pour écrire, pour converser, pour échanger. Et je pense qu'il faut qu'avec l'outil numérique, on soit aussi en capacité de comprendre comment ça fonctionne dans ses grandes dimensions. Je ne pense pas de rentrer forcément dans le détail, mais écrire une grammaire du numérique pour que nos enfants, dès le plus jeune âge, soient formés justement avec l'esprit critique qui, lui, doit demeurer, qui existe depuis finalement que l'homme exerce une activité par le langage avec d'autres. Je pense qu'on doit retrouver les fondamentaux
de cette éducation-là si on veut être armé pour affronter les évolutions technologiques. Juste pour conclure, un mot, tu connais Anne-Marie, la Human Technology Foundation, n'est-ce pas? Sur le partage de la donnée, qui est un sujet clé, on a une circulation de données aujourd'hui qui est absolument colossale, on en parlait, les comptes, etc. Tout le monde distribue de la donnée, et aujourd'hui, qui en profite essentiellement? Ça reste quand même l'industrie commerciale. C'est une chose, ça fait de la création de valeur, c'est très bien. L'Europe a pris une initiative là-dessus, en créant ce qu'on appelle l'altruisme en matière de données, qui est la création de tiers de confiance qui vont recueillir des données des citoyens, des entreprises, etc., et les mettre à disposition d'autres tiers dans le but de favoriser le bien commun, dans le but de favoriser l'intérêt général. Ça fonctionne à condition qu'on puisse partager la donnée, à condition que nous autres citoyens, puissions partager nos données. Et ça, c'est un outil, l'identité numérique est un des outils de ce partage parce qu'elle redonne justement le contrôle aux citoyens sur ces données. Qu'est-ce que j'ai comme données? Où est-ce qu'elles sont? Comment est-ce que je les contrôle et avec qui je les partage? Et je partage entièrement ce que tu dis, il faut les partager plus pour le bien commun, puisque c'est déjà fait pour l'intérêt commercial. Donc, sur ce, le temps est écoulé, mais Grimaud a ouvert la porte. On a le privilège, avec l'Institut de la technologie pour l'humain, de travailler Canada-Europe sur des enjeux de ce type où on réfléchit ensemble. Je vois Élise dans la salle qui a partagé. On se rend compte qu'on utilise le même mot, qui ne veut pas dire la même chose, mais on grandit ensemble. Le technologue, le juriste, le philosophe qui réfléchit à ces enjeux-là, puis on arrive à dégager des grands principes. Le marché européen est suffisamment important pour influencer les Américains puis d'autres continents. Donc, c'est très, très intéressant d'avoir ce privilège-là de travailler avec vous sur des sujets de ce type et de réfléchir ensemble pour amener nos réglementations dans des endroits qui nous ressemblent puis qui vont permettre d'utiliser les technologies, mais pour le bénéfice de l'humain. Alors, merci à tous.